Bonjour à tous, aujourd'hui on enregistre un nouvel épisode d'Asset Builder et je suis en présence de Martin Rouleau du Gage pour parler d'un sujet passionnant qui est la gestion du secret d'affaires et du knowledge management au sein des entreprises. Martin, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, donc Martin Rouleau-Dugage, je suis ingénieur à l'origine. J'étais ingénieur dans l'aéronautique, j'étais ingénieur dans l'électricité. J'ai aussi été consultant en stratégie. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et dans les années 2000, tout début des années 2000, je suis tombé dans Internet comme beaucoup de gens et je me suis passionné pour l'utilisation de l'Internet pour la gestion des connaissances, puisque je pensais que c'était là qu'était vraiment le fondement de ce qu'allait être la révolution d'Internet. Et je me suis intéressé à la transmission et à la capitalisation des connaissances avec les outils du web dans les entreprises. J'ai commencé un programme de chez Schneider Electric qui était sur ce sujet-là, qui portait sur les communautés de pratique. Et puis ensuite, j'ai fait la même chose chez PwC, j'ai fait la même chose chez Areva, et enfin, j'ai monté le programme de knowledge management, j'ai co-monté le programme de knowledge management de Framatome, qui a commencé en 2017 et qui est encore en cours actuellement. Et je viens de prendre ma retraite, voilà. Mais je continue un petit peu quand même. Du coup, pour commencer, est-ce que vous pourrez nous donner une petite définition du knowledge management? J'ai une définition assez simple du knowledge management parce qu'il y a beaucoup de définitions, mais je pense que la plus simple, c'est le dispositif, le système qui permet aux connaissances qui ont été acquises par des collaborateurs de devenir un savoir d'entreprise. C'est-à-dire ce que j'ai appris sur le terrain, je le partage avec d'autres, on en sort des règles, des lois et on transforme ces connaissances qu'on a pu acquérir sur le terrain en quelque chose qui peut être réutilisé par d'autres et qui devient un actif de l'entreprise. Voilà, c'est ça. Donc c'est la transformation d'un savoir, d'une connaissance qui est très personnelle en quelque chose qui est beaucoup plus structuré, quelque chose qui peut être réutilisé, qui peut être documenté. Voilà. Donc le knowledge management, c'est ça, c'est le passage de la connaissance au savoir et la capitalisation de tout ça. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui à l'origine était un peu secondaire dans les entreprises, mais qui est devenu dans un monde qui est caractérisé par l'innovation quelque chose de tout à fait central. C'est ça, on voit tout de suite que le lien avec la propriété intellectuelle, puisqu'on a des actifs immatériels, finalement, tous ces savoirs, ils ont vocation à contribuer à la valorisation d'une entreprise. Et donc c'est vrai que c'est très important de bien identifier ces savoirs et justement de les enregistrer, de les valoriser. On décompose. D'abord, on décompose. Qu'est-ce que c'est qu'un système de knowledge management? C'est d'abord un système qui permet à des gens qui arrivent dans l'entreprise d'être rapidement formés. Donc, c'est tout ce qui est lié à la formation, à l'accès à la documentation et au mentorat, au compagnonnage, enfin tout ce qui permet aux personnes de monter en capacité très rapidement, le plus rapidement possible. Une fois qu'on a fait ça, c'est tout ce qui permet aux gens qui sont dans situation de travail d'être en permanence interfacés avec leurs pairs, des gens qui font à peu près la même chose dans d'autres parties de l'entreprise et qui peuvent les aider à prendre des bonnes décisions. Ça, c'est la partie plutôt communauté, collaboration. Une fois qu'on a fait ça, c'est l'étape suivante, c'est l'étape qui consiste à structurer ce qu'on a appris, structurer les connaissances en contenu, qui peuvent être bien entendu des documents, mais ça peut être aussi des logiciels, ça peut être aussi des vidéos, ça peut être aussi des photos, pourquoi pas. Enfin, la réification du savoir, donc dans des objets de connaissances qui peuvent être réutilisés. La question qui se pose après, c'est comment on les classe, comment est-ce qu'on les stocke d'une façon qui aide les personnes à les retrouver quand ils en ont besoin, mais qui aide aussi les machines à s'en servir, et en particulier les moteurs de recherche. Et enfin, la dernière partie, c'est la plateforme. C'est quelle plateforme on utilise, quelle plateforme logicielle on utilise, qui permettent à ces connaissances d'être circulées le plus facilement possible dans l'organisation. Et une fois qu'on a fait tout ça, on dispose d'un système qui boucle, puisque finalement les gens qui sont formés utilisent les contenus qui sont dans ces plateformes pour se former. Et on a besoin d'une certaine forme de gouvernance au sommet, parce que ces systèmes-là ne fonctionnent bien que lorsqu'ils sont très cohérents les uns avec les autres, et qu'on utilise le même vocabulaire, que les différentes applications sont interfacées, que le moteur de recherche utilise les mêmes mots, ou en tout cas le même vocabulaire pour aller chercher dans telle ou telle base de données. Et donc, il faut une entité qui gère l'ensemble. Et c'est ça que, fondamentalement, ce que font les knowledge managers. C'est ça, c'est l'accès à la connaissance et la structuration, c'est ce qu'on appelle la taxonomie ou l'ontologie. D'abord, c'est la terminologie, c'est-à-dire les mots qu'on utilise et qui doivent avoir le même sens un peu partout dans l'organisation. Ça a l'air de rien, mais quand on a une grande organisation, c'est pas vrai. Les mots, on pense qu'ils ont le même sens parce que on est des humains et qu'on est capable de faire des rapprochements intellectuels assez simples. Une machine, non. Une machine est incapable de faire une distinction enfin, donner plusieurs sens à un mot. Donc, il faut une terminologie qui est assez claire.
Il faut ensuite que cette terminologie soit organisée en arborescence. Ça, c'est ce qu'on appelle les taxonomies. C'est la base finalement du classement scientifique, quoi. C'est de classer les choses par famille, par sous-famille. Donc les produits, qu'est-ce que c'est que les produits, qu'est-ce que c'est que les systèmes, qu'est-ce que c'est que l'organisation. Enfin, tout ça, c'est des taxonomies. Une fois qu'on a fait des taxonomies, on peut aller un peu plus loin. On dire, il y a des mots qui sont reliés les uns avec les autres par d'autres relations que par des relations parents-enfants. On peut dire que tel phénomène est conditionné par tel autre phénomène. Donc on peut faire des liens qui sont de notre nature. Et ça s'appelle une ontologie. C'est la représentation d'un domaine de connaissance par des mots et des liens qui les réunissent. Et enfin, la dernière étape, c'est les graphes de connaissances qui prennent en compte non seulement la structuration des mots les uns par rapport aux autres, donc le modèle de données qui a été prédéfini, mais qui en plus l'enrichit de l'utilisation qu'on en fait au jour le jour. Donc on sait que telle personne a vu tel article à tel moment et à telle date, et que donc c'est plus important que s'il ne l'avait pas vu, par exemple. Donc on arrive à enrichir le graphe, non seulement par l'ontologie, mais par également l'utilisation qu'on en fait au quotidien. Et ça, bien entendu, les grands du web font ça très couramment. Tous les algorithmes de ciblage sont basés là-dessus. On en parlait tout à l'heure, mais il y a un peu une certaine dualité au sein des entreprises entre justement les équipes knowledge management qui vont vouloir favoriser la diffusion des connaissances et de l'autre côté les juristes qui eux vont chercher peut-être à brider un petit peu et à surveiller ce qui circule. Oui, c'est vrai, parce que fondamentalement, le métier du knowledge manager, c'est de faire en sorte que le savoir circule, qu'il circule le plus possible de façon à ce qu'on évite de faire des bêtises et qu'on gagne du temps. Le juriste, lui, est beaucoup plus préoccupé par la fuite, la protection du savoir, la protection du savoir-faire, de la propriété intellectuelle. Et en fait, ces deux préoccupations s'opposent. Elles se rejoignent de façon assez simple si on raisonne communauté, parce que si on dit par exemple que tel contenu est confidentiel, il est confidentiel pour qui? Et si on dit il est confidentiel pour l'équipe de direction, par exemple, mais ça peut être une confidentielle pour une autre communauté qui va être par exemple chez Pricewaterhouse, il y avait une communauté qui était très fermée, qui était les gens spécialistes de cybersécurité. On peut dire que ce document est confidentiel, communauté cybersécurité, c'est-à-dire qu'elle ne sort pas de là. Donc il y a moyen d'associer les préoccupations des juristes et les préoccupations des knowledge managers dès lors qu'on raisonne communauté. Mais le raisonnement par communauté est encore pas tout à fait clair, très bien établi dans les organisations, parce dans les organisations industrielles, on part un peu du principe que les communautés, c'est la même chose que la hiérarchie, quoi. C'est-à-dire que confidentiel veut dire seuls les managers ont le droit de voir ça. Donc, or c'est pas vrai. C'est plus par projet, par équipe, mais aussi par compétence, parce que je citais Pricewaterhouse sur la cybersécurité. Les associés de Pricewaterhouse n'étaient pas admis dans la communauté cybersécurité s'ils n'étaient pas spécialistes de cybersécurité, parce que c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on développe des algorithmes qui permettent de tester la capacité d'un système informatique à résister à des attaques. C'est bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne doit pas mettre sur la place publique. Et en fait, ne sont admis à en connaître que les gens qui savent de quoi ils parlent. Et donc, c'est pas nécessairement des associés, c'est juste des spécialistes. Voilà. D'où l'importance de tracer d'ailleurs qui a accès à tel document à chaque instant. À quel document et à quel moment, oui, tout à fait. Il y a plusieurs questions qui se posent, alors, parce que quand on regarde qu'est-ce que c'est que la protection de la propriété intellectuelle, il y a la notion de confidentialité que j'ai évoquée. Donc c'est quelque chose, telle information est secrète ou telle information est de diffusion publique. Et ça, c'est relativement facile à gérer, parce que on sait quand on produit quelque chose, a priori l'auteur sait que si c'est confidentiel ou si c'est pas confidentiel. Et donc, on peut classer, chez Framatome, il y a C0, C1, C2. C0, c'est public. C1, c'est réservé, diffusion restreinte à l'intérieur de l'entreprise. Et C2, c'est confidentiel. Donc, on arrive à déterminer à la source si un document est confidentiel ou pas. Et on peut enrichir ça en disant, c'est confidentiel pour telle communauté. Bon, ça, on arrive finalement assez facilement à s'entendre avec les juristes là-dessus. Après, il y a toute la question du savoir-faire. Donc, qu'est-ce qui est un savoir-faire? Qu'est-ce qui relève de la propriété intellectuelle? Et là, c'est plus compliqué, parce que quand je travaille au jour le jour, je ne sais pas nécessairement si ce que je suis en train de faire relève de la propriété intellectuelle ou pas. Enfin, ce que j'ai pu constater dans ma carrière, c'est que les créatifs, d'une façon générale, sont plutôt des personnes humbles
qui pensent que ce qu'elles font n'a aucune valeur et que ça, de toute façon c'est public, tout ça, ça n'a pas d'importance. Or, ça en a. Donc arriver à faire comprendre aux gens qui travaillent de façon créative que ce qu'ils viennent de faire, c'est quelque chose qui est du savoir-faire et qui donc doit être protégé, c'est plus difficile. Alors la façon de le faire au mieux, c'est d'avoir des documents ou des contenus dont on sait que c'est du savoir-faire. C'est-à-dire qu'on sait que ce sont des contenus de savoir-faire. Et il y a un truc qui m'avait beaucoup plu chez Westinghouse, quand on s'est inspiré chez Framatome, qui était de dire quand on rédige un livrable de projet, par exemple, je sépare systématiquement dans des paragraphes séparés, ou même dans des pages séparées, ce qui relève du savoir-faire. C'est-à-dire, il y a les résultats de l'étude qui sont dans le corps de document principal, mais on a des paragraphes qui est comment on a fait. Donc, on essaie de séparer à l'origine ce qui relève du savoir-faire et ce qui relève du livrable du projet. Et si on le fait bien, ça permet d'avoir deux documents. Un document qui est complet et qui contient le savoir-faire et qui est réservé à l'entreprise, et puis un document expurgé de ces paragraphes, qui est toujours lisible et qui est celui qu'on peut diffuser assez largement auprès des clients. Voilà, donc on arrive par la structuration des savoirs ce qui doit être protégé ou pas. Alors, il y a une autre question qui se pose après, c'est qui est détenteur? Une fois que je dis ce document ou ce contenu de savoir-faire, il est isolé en tant que tel. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je dois le protéger absolument ou que je dois le diffuser? Enfin, c'est pas toujours extrêmement clair. Il faut savoir qui est détenteur et ce qu'on veut en faire. Parce que dans certains cas, ça peut être un savoir-faire, par exemple, dont on veut faire un standard. On peut dire c'est un savoir-faire, mais je veux le diffuser très largement pour que ça devienne une norme. Et auquel cas, non, même à l'extérieur, auprès des clients. Je le diffuse parce que c'est quelque chose, on en est convaincu que c'est comme ça qu'il faut travailler. Je le diffuse à l'extérieur pour que ça devienne une norme et que tout le monde travaille comme ça, ce qui me donne un pouvoir particulier sur le marché. Ou au contraire, je peux dire non, ça c'est quelque chose qui est un secret, une chasse gardée. À ce moment-là, j'en parle pas, je le transforme ça en brevet le plus vite possible. Et à ce moment-là, l'équipe qui a droit d'avoir la vision sur cette invention est très, très réduite. Alors, moi, j'ai été très fréquemment confronté à ce problème où une équipe invente quelque chose et dit bon, ça, c'est quelque chose qui mériterait d'être testé, qui mériterait d'être développé en tant que prototype. Et à ce moment-là, les juristes en disent attention, si c'est développé en tant que prototype, c'est protégeable, et du coup, l'équipe qui doit s'en occuper doit être restreinte. Je ne veux pas voir toute la société participer à ce projet, parce que sinon, je ne sais plus du tout qui est propriétaire de quoi, etc. Et donc, à partir du moment où quelque chose est brevetable, je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de gens qui travaillent dessus. Je veux des noms extrêmement précis et c'est d'autant plus vrai maintenant que la gestion de la propriété intellectuelle devient extraterritoriale. C'est-à-dire que si je suis en train d'inventer quelque chose et que j'ai un Américain qui est dans mon équipe et qui travaille sur la même chose que moi, ce sur quoi nous travaillons relève de la juridiction américaine et non plus seulement de la juridiction française. Et du coup, par exemple, on a des problématiques chez Framatome qui sont connues sous le nom d'export control. Fait que lorsque je travaille sur un sujet et que un Américain travaille avec moi, le produit que nous avons produit comme savoir-faire doit passer par les fourches codines de l'administration américaine pour savoir si on peut le vendre aux Chinois. Et bien entendu, ils diront non. Et du coup, on fait très attention à ce que toute invention, tout savoir-faire soit partagé au sein d'une équipe qui relève d'une juridiction unique, quoi. Donc la question de qui est propriétaire de savoir-faire et ce qu'on veut en faire devient assez critique. Mais là encore, on s'en sort relativement bien lorsqu'on est capable de raisonner par communauté. C'est-à-dire qu'on peut dire, ma communauté, c'est l'équipe projet, ma communauté, c'est les spécialistes de tel domaine, ma communauté, c'est les Français, ou ma communauté, c'est les Européens, ou ma communauté, c'est le monde. Donc on arrive à s'en sortir comme ça. Il y a quelque chose qui n'est pas fait dans les entreprises françaises, mais qui est fait dans l'armée américaine, qui est d'associer à la confidentialité une date. C'est-à-dire finalement, ce contenu est considéré comme confidentiel jusqu'à telle date. Et à partir de telle date, il tombera automatiquement, oui, sa classification baissera. Et il retombera automatiquement dans la diffusion restreinte ou même dans la diffusion généralisée. Et en fait, non, on n'a pas ça dans nos entreprises. Une fois qu'on a déclaré que quelque chose était protégé, il est protégé ad vitam aeternam, ce qui n'a pas toujours beaucoup de sens. La difficulté que j'ai pu rencontrer dans ma carrière sur ces sujets-là, c'est beaucoup plus ce que je disais tout à l'heure, c'est les règles. C'est-à-dire que, par exemple, chez Pricewaterhouse, donc société de conseil, quand on travaille pour un client, les livrables de ce qu'on a fait pour le client lui appartiennent. Donc, a priori, ça n'appartient pas à la société de conseil, ça appartient au client. Maintenant, les consultants qui ont travaillé sur ce sujet-là, ils ont quand même beaucoup de choses dans leur tête
Et on ne les empêche pas d'en parler les uns avec les autres et d'élaborer des méthodes ou des approches qui vont servir à vendre des missions analogues à d'autres clients. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, comment on s'en sort? Eh bien, c'est relativement simple. C'est qu'on peut réutiliser des livrables qui ont été faits pour des clients précédents, à condition qu'il n'y ait pas de nom, que les noms d'entreprise et les noms de personnes disparaissent, et à condition qu'il n'y ait pas de chiffres. Donc il ne reste finalement que la méthode. Et on retrouve un peu ce que je disais sur Westinghouse, c'est-à-dire que la mission précédente, débarrassée de tout ce qui est spécifique à un client, devient un savoir-faire. Et le savoir-faire lui-même est considéré comme propriété de l'entreprise elle-même. Et là, on s'en sort assez bien parce qu'on dit, il y a une règle qui est, dès lors qu'il n'y a ni chiffre, ni nom de personne, ni nom d'entreprise, a priori, c'est du savoir-faire d'entreprise et c'est géré comme tel. Mais cette règle simple, c'est pas toujours facile à établir. Et en particulier, la difficulté auquel j'ai été le plus souvent confronté chez Framatome, c'est je réunis un ensemble de personnes pour discuter d'un sujet, on va travailler sur la neutronique, on va faire une réunion de la communauté neutronique où on va partager tout ce qu'on a fait sur le sujet. Est-ce que j'ai le droit de le faire avec des Américains? Et la réponse du juriste, c'est je ne sais pas, il faut voir. Donc montrez-nous concrètement tout ce que vous allez partager. Et on dit, ben j'en sais rien. On va se réunir et on va partager sur nos projets. Et à ce moment-là, ils se sentent mal, ils vous disent, ben ne le faites pas. Et on est embêté. Et du coup, il faut arriver à se dire, bah écoutez, c'est très simple, vous le ferez avec des Européens. Vous avez le droit de faire avec des Européens. Si vous avez des Américains qui rentrent en ligne de compte, eh bien, montrez-moi les présentations que vous allez faire aux Américains. Voilà, c'est déjà une règle un peu supplémentaire. Où on peut dire, autre règle, bah à partir de maintenant, il y aura une communauté en Europe, une communauté américaine, avec des citoyens européens, des citoyens américains. Et tous les 2 ans, vous vous rencontrez pour un événement particulier. Et cet événement particulier, nous, juristes, on veut en être co-organisateurs. Donc on arrive à trouver des parades sur la protection de la propriété intellectuelle. Mais ce qui est difficile, c'est de généraliser ces parades, de les exprimer sous forme de règles, sous forme de règles de fonctionnement. Dans votre expérience, justement, quand vous étiez directeur d'une équipe KM, par exemple, vous étiez souvent en collaboration avec les équipes juridiques? Très souvent. Très souvent, finalement, quand on fait du knowledge management, il faut avoir des alliés. L'allié naturel, au départ, c'est l'informatique, parce qu'effectivement, on se base en général sur des outils informatiques. On a un deuxième allié qui est très, très puissant, qui est les ressources humaines, parce qu'en général, ça commence par la formation et les collaborations et les communautés, et ça, donc les RH sont très impliqués là-dedans. Mais effectivement, il faut qu'on ait des alliances avec la direction juridique. C'est-à-dire à tel point que chez Framatome, il y avait des réunions très régulières, mensuelles, avec la direction juridique sur l'avancement du programme. De façon à ce qu'on dise, bah voilà ce qu'on est en train de faire. On monte des communautés qui ont tel ou tel truc, on monte des bases de connaissances qui sont organisées de telle ou telle façon, et voilà ce qu'on a envie de faire. On a envie de les généraliser à toute l'entreprise, ou au contraire de les structurer de telle ou telle façon pour contrôler les accès. Et la direction juridique émettait des commentaires sur la meilleure façon de faire. Donc oui, il faut avoir des relations extrêmement fréquentes avec la direction juridique régulière. Et ça porte essentiellement sur les droits d'accès et le droit d'usage. Un petit peu aussi sur la RGPD, bien sûr. Sur l'identification des savoirs, justement, avec le juridique, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous mettiez en avant pour avancer et pour valoriser votre stratégie KM? Comment vous convainquiez que ça donnait de la valeur à l'entreprise de bien identifier tout ce qui devait être protégé? C'est essentiellement par des histoires. Le fait de dire à une direction générale dans laquelle il y a un directeur juridique qui est présent qu'on a réussi à résoudre le problème d'un client en réactivant un vieux développement qu'on avait fait il y a 10 ans pour un autre client et qu'on l'a retrouvé parce qu'il y avait une communauté qui existait. Bon, la direction générale est contente parce que finalement on a remporté une affaire et qu'on a gagné du temps et qu'on s'est appuyé sur des choses des succès passés. Donc là, le directeur juridique, il n'a pas grand-chose à dire. Il est dans le mouvement. Alors non, je pense que la meilleure façon de progresser, c'est effectivement à chaque fois qu'on a des projets de nouvelles communautés, de nouvelles plateformes de partage de connaissances, le soumettre systématiquement à la direction juridique, expliquer ce qu'on est en train de faire et pourquoi on veut le faire et quel est le bénéfice qu'on en attend, et d'avoir les juristes qui vous disent si j'étais vous, je ferais ci, je ferais ça pour garantir la protection de la propriété intellectuelle de l'entreprise. Quand ça se passe dans ce sens-là, ça se passe bien. C'est-à-dire que la direction juridique se positionne comme guide de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire. Mais c'est toujours par rapport à une proposition. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire une proposition, un prototype, montrer et demander à la direction juridique ce qu'elle en pense.
Si c'était vraiment un spécialiste qui veut rentrer dans le domaine du KM et l'appliquer au juridique, je lui conseillerais beaucoup de travailler sur tout ce qui est justement l'intelligence artificielle, les ontologies, le traitement automatique du langage, enfin, toute la technologie de pointe qui aujourd'hui oriente beaucoup les activités de KM. C'est-à-dire que quand on regarde par le passé, quand on travaillait sur le knowledge management il y a 10 ans, c'était essentiellement des problématiques humaines. On se posait beaucoup de problématiques sociologiques, donc sur comment faire coexister des communautés de pratiques avec la hiérarchie. C'était centré sur les personnes et les process. Et de plus en plus maintenant, on voit que finalement, c'est la technologie qui dirige. Donc, c'est la technologie qui finalement engendre toutes les autres questions. Mais la première question qu'on se pose, c'est finalement, la plateforme, l'outil qu'on utilise, tiens, il peut avoir un usage dans notre business. Je maîtrise cet outil, je maîtrise cette technologie, et puis une fois que je l'ai maîtrisé, je pose la question de l'intégration dans les process, je me pose la question des personnes, comment ils vont l'utiliser, je me pose la question de la structuration des contenus qui vont aller là-dedans, etc. Mais ça, c'est une recommandation générale que je ferai à tout knowledge manager, d'être vraiment pointu sur la technique. Et puis si j'étais juriste au sein d'une entreprise, j'essaierais de pousser le juriste. Je sais pas si c'est toujours possible d'ailleurs, mais c'est quelque chose dont j'ai eu personnellement beaucoup besoin. C'est des juristes qui sont capables de transformer un règlement ou une norme ou une loi en règle. On va dire à partir de maintenant, comme cette loi est sortie, ça veut dire que à partir de maintenant, voilà ce qui est permis, voilà ce qui est né. Mais c'est pas facile. Pas facile. Je me souviens chez Schneider Electric, j'étais confronté au même problème sur les communautés de pratique et j'avais un vis-à-vis de la direction juridique qui était quelqu'un qui était capable de faire ça, qui était capable de dire bon, j'ai compris le problème. Si tu travailles de telle ou telle façon, plutôt en méthode, ça devrait passer. Voilà. Et il ne disait pas 100% de réussite, mais il donnait un guide d'action qui était pour lui pas une garantie, mais une probabilité forte que ça allait respecter la contrainte réglementaire. Voilà. Et ça, c'est très utile. C'est très utile parce que ça permet effectivement de travailler, ça permet de mettre en place des tas de systèmes qui fonctionnent, et puis au dernier moment, effectivement, demander, on peut dire aux juristes, vérifier au dernier moment que ça colle, mais on est dans un territoire qui est maîtrisé à la fois par le knowledge manager et par le juriste. Et ça, c'est rare, mais c'est super important. Oui, enfin, c'est quand même un petit peu tôt. ChatGPT ou GPT-4 dans les entreprises, je vois pas encore très bien comment ça peut se matérialiser. Cela dit, oui, parce que quand on veut faire circuler le savoir dans l'organisation, on a intérêt à faire en sorte que le savoir validé circule, que ce soit pas n'importe quoi, que ce soit pas on joue pas sur l'émotion, on joue sur le savoir, donc il faut vraiment que les documents ou les contenus qu'on indexe par les moteurs de recherche, par exemple, soient des contenus validés. D'où l'idée que, quand on a un moteur de recherche d'entreprise et 150 000 bases de connaissances qui ont été faites par différents services, on va pas tout indexer. On va pas indexer les disques durs personnels. On va pas indexer les plateformes de travail de communauté parce que finalement, ça les regarde, ils comprennent, c'est leur langage, mais personne d'autre qu'eux ne comprend et en plus c'est pas validé par l'entreprise. Donc ça, on n'indexe pas et on va commencer à indexer ce qui a déjà une certaine forme de modération. C'est-à-dire qui a été revu par différentes personnes et qui a une certaine valeur. Donc chez nous, chez Framatome, ce qui est indexé, c'est bien entendu toutes les bases techniques des projets, donc tous les livrables de projets, parce que ça c'est signé Framatome, donc a priori c'est de bonne qualité, ça a été revu par différentes personnes. On indexe les profils de personnes, donc tout ce qui est lié à l'annuaire, et on indexe le wiki d'entreprise. Alors le wiki d'entreprise, on l'indexe parce que on considère que si ça a été publié dans le wiki d'entreprise, ça a été publié par des gens qui savent de quoi ils parlent, et ça a été revu ou modéré par des gens qui l'ont relu. Alors c'est pas officiel, c'est pas quelque chose qui peut être indiqué comme savoir Framatome, mais enfin la probabilité pour que ce soit quelque chose de pas idiot est quand même supérieure à 80%. Donc on se dit c'est bon. Voilà, donc je pense que le point de départ, c'est de dire qu'est-ce qu'on indexe de façon à ce que le contenu soit valide et du coup puisse donner lieu à des applications d'intelligence artificielle un peu plus sophistiquées. Puis il y a une deuxième chose sur laquelle on est assez attentif, au-delà du contenu qui doit être valide, c'est la structuration du contenu. C'est-à-dire que si c'est un contenu complètement non structuré, c'est-à-dire des mails ou des choses comme ça, on sait qu'on va avoir du mal justement à avoir le même sens donné aux mots, par exemple. Et du coup, on risque d'avoir des erreurs qui vont être, si on applique des
des moteurs de recherche ou des logiciels d'intelligence artificielle ou de l'apprentissage par-dessus, on risque d'avoir des divergences. Donc on s'intéresse à la validation du contenu et on s'intéresse à la structuration de ces mêmes contenus avant de l'indexer. Je pense que c'est quelque chose, c'est une règle qui demeurera pour toutes les applications d'intelligence artificielle. C'est, on va dire, on va privilégier les documents officiels, on va privilégier les documents validés et on va privilégier les documents structurés. Voilà. Et je pense qu'effectivement, dans ces cas-là, on aura de bonnes probabilités que l'intelligence artificielle donne des bons résultats. Bon, bah, merci beaucoup, Martin, pour cet échange. C'était très intéressant. Je vous laisse le mot de la fin. Tous ces sujets qui ont trait au savoir-faire, à la propriété intellectuelle et à l'intelligence artificielle, au knowledge management, sont vraiment des sujets qui sont à la pointe de tout ce qui est l'économie de la connaissance. Je pense que toute l'économie va dans ce sens-là et tout le monde du web finalement est centré là-dessus. Donc travailler sur ces sujets-là, c'est avoir du boulot pendant un bon bout de temps, quoi. Je pense que c'est pas perdre son temps en tout cas.